Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette tribune de Vaucluse spéciale consacrée aux élections législatives. Dans notre département du Vaucluse, au premier tour des élections présidentielles, Marine Le Pen est arrivée largement en tête, suivie dans un mouchoir de poche par Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Emmanuel Macron. Au second tour, avec plus de 53% des suffrages, Emmanuel Macron a devancé Marine Le Pen, un score plus serré que sur le plan national. Dans ce contexte local particulier, les élections législatives s'annoncent très disputées. Ce soir, nous recevons 5 personnalités politiques pour débattre sur les enjeux gouvernementaux, les alliances départementales et nationales et de la meilleure méthode pour relancer l'emploi en Vaucluse. Je vous présente nos invités. Julien Aubert, des Républicains, député sortant de la 5e circonscription et candidat à sa propre succession. Jean-François Césarini, La République En Marche, candidat dans la première circonscription. Samir Hallel, du Parti Socialiste, suppléant de Christine Lagrange dans la première circonscription. Amandine Laugier, candidate de France Insoumise dans la première circonscription. Et Hervé de Lépinot, suppléant sortant de Marion Maréchal Le Pen et candidat dans sa propre circonscription, la 3e. Pour animer le débat ce soir, je suis accompagné par Patrick Nipiller, producteur sur RCF et au Cross Média. Madame, messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Patrick Nipiller, pour le premier thème. Alors le premier thème, on va parler politique. Lors de la dernière élection, les Français ont clairement montré qu'ils voulaient dépasser la lutte des deux blocs droite contre gauche en mettant à quasi-égalité les 4 grands mouvements politiques dont 2 nouveaux-nés, France Insoumise et En Marche. Le nouveau président Emmanuel Macron a bien compris le message puisqu'il a créé lui-même un mouvement La République En Marche qui va de la gauche libérale à la droite modérée et il a même nommé un gouvernement qui respecte cet éventail. Le risque donc pour les partis classiques que la plupart d'entre vous représentent est de se retrouver marginalisés lors de ces élections législatives. Que direz-vous aux électeurs pour qu'ils ne vous marginalisent pas? Julien Aubert des Républicains par exemple. Tout simplement que déjà, nous avons des points de désaccord. Après, moi, j'entends tout ce qu'on dit sur les partis politiques. Je crois que les partis politiques sont ce qu'on en fait. Moi, j'ai des points de désaccord sur la politique énergétique d'Emmanuel Macron, qui veut fermer 6 centrales nucléaires pendant son mandat. Et je pense qu'il y a tout un bassin d'activité dans le sud du Beron qui vit de la filière nucléaire et de la recherche. Je ne suis pas d'accord avec lui sur la fusion du régime social des indépendants et avec le régime général parce que je pense que ça va augmenter les cotisations et que ça va fragiliser les entreprises. Je ne suis pas d'accord avec sa politique européenne, où il veut donner effectivement, aller vers plus de fédéralisme européen. Et en même temps, il y a des points où, tout en étant dans l'opposition, on peut être dans une opposition intelligente. Je pense qu'on peut travailler sur la moralisation de la vie politique. J'avais moi-même proposé quelques propositions de loi justement dans ce domaine, ou toutes les propositions de réforme qui iront dans un sens de plus de liberté dans l'entrepreneuriat, moins de charges. Et ça veut dire que vous pourriez voter la loi sur la moralisation qui va bientôt sortir? Oui, ça dépend ce qu'on met derrière la loi sur la moralisation. C'est-à-dire que on en connaît les premiers prémices déjà. Si on met du poujadisme ou des fausses bonnes idées, je voterai contre. Maintenant, si effectivement on essaye d'en faire une loi concrète, pragmatique, parce que clairement il y a des choses qui choquent les Français. Je vous prends un exemple. On a eu toute une campagne présidentielle qui a été parasitée par les emplois familiaux. Et en 2013, j'avais proposé justement de revoir les modalités des collaborateurs de collectivités territoriales. Et je m'étais posé la question des collaborateurs parlementaires. Je m'étais rendu compte que ce n'était pas la loi, mais le règlement intérieur de l'Assemblée qui réglementait ceci. Et deuxièmement, que si on avait une interdiction trop large, eh bien, on risquait d'être tout simplement sous le coup d'une sanction du Conseil constitutionnel. Donc il faut faire... Je veux dire, il y a des débats, évidemment, il faut les avoir, et en même temps, il ne faut pas non plus, je pense, raconter n'importe quoi ou proposer des solutions qui seraient de courte vue. Merci Julien Aubert. Samir Hallel, représentant du Parti Socialiste, vous, qu'allez-vous dire à vos électeurs pour qu'ils votent pour votre parti? Avant toute chose, il y a aussi un bilan. Le bilan, c'est que la France d'aujourd'hui est en bien meilleur état que celle que nous avons... Un petit peu plus, devant le micro, que celle que nous avons trouvée en 2012. Le quinquennat du nouveau président élu démarre dans de meilleures conditions, avec des voyants verts, le chômage diminue sur toutes les classes d'âge, la croissance est de retour, près de 200 000 créations d'emplois dans l'économie marchande en 2016, du jamais vu depuis 2007, des investissements en entreprise qui atteignent plus 4% en 2016 au plus haut depuis près de 10 ans. Et puis dans le Vaucluse, il y a aussi le bilan des élus. Nous avons des élus de terrain, nous avons une mairie,
nous avons une députée sortante, nous avons des conseillers départementaux, et donc nous entendons aussi pouvoir nous faire entendre, particulièrement dans la première circonscription. Bien devant particulièrement lui. dans la première circonscription. Désolé, je vous regardais. Particulièrement dans la première circonscription, nous allons essayer de partir sur du bilan, sur le fait que les candidats sont aussi connus, et puis aussi être force de proposition. Ça veut dire que au Parti socialiste, vous restez droit dans vos bottes et vous assumez totalement l'héritage de François Hollande et pour le perpétuer. Donc, c'est ce qu'on comprend au travers de ce que vous dites. C'est ce qu'on doit comprendre. Écoutez, de toute façon, en matière sociétale, nous revendiquons, moi je suis désolé, mais le retour de la compétitivité, le redressement des comptes publics, le renforcement du pouvoir d'achat, la transition écologique, les avancées sociétales, le mariage pour tous, le renforcement de l'IVG, le droit à la fin de vie dans la dignité, des actions de groupe. Très honnêtement, nous les revendiquons, nous les assumons. Amandine Totalement. Logier, vous qui êtes de gauche aussi pour la France Insoumise, vous assumez aussi l'héritage de François Hollande, qui est comme vous de gauche, au travers de ce que vient de dire Samir Hallel. Nous, au niveau de la France Insoumise, déjà, nous sommes un mouvement citoyen. Donc, dans ce mouvement citoyen, il y a plusieurs partis qui sont représentés par les citoyens qui ont choisi ce mouvement-là, plutôt que d'être enfermés dans un appareil politique. Voilà, nous, on propose une réelle alternative qui sort... on ne veut pas être dans la poursuite des politiques qui ont conduit nombreux électeurs dans le désespoir et l'exaspération. Alors, c'est une réelle rancœur. alternative vis-à-vis du programme du président Emmanuel Macron ou vis-à-vis de l'héritage de François Hollande? Ou des deux. De l'ensemble de ce système politique qui écrase le peuple, de ce système politique qui est antidémocratique. Alors, en quoi le système politique actuel écrase le peuple? Eh bien, écrase le peuple parce que on n'entend parler que de profit, on voit monter l'austérité et on n'entend plus forcément des valeurs d'humanisme, des valeurs de solidarité, de fraternité que nous on met avant tout. Voilà, pour nous, l'humain est au centre. Pour beaucoup de partis politiques, ce sont des guerres de place et des guerres de capitaux qui sont en jeu. Et là, mettre en place davantage de solidarité, ça passe obligatoirement par une augmentation des impôts, une nouvelle répartition des impôts, parce que je crois qu'à France Insoumise, vous avez un programme assez ambitieux là-dessus. Écoutez, ça c'est la solidarité, c'est réintégrer les plus vulnérables au système de solidarité de l'État. C'est-à-dire que chacun paye en fonction de ce qu'il a et pour être protégé en fonction de ses besoins. Vous serez d'accord avec Emmanuel Macron sur la suppression des impôts locaux pour 80% des citoyens des villes, alors moi, je suis pas du tout... Enfin, j'ai beaucoup de mal à me retrouver sur un seul des points du programme d'Emmanuel Macron. Même celui-là qui va dans ce sens, pourtant. Pas forcément, parce que si on regarde chaque point, il y a des conséquences sur d'autres citoyens. Voilà. Quand on voit... Ça va être compliqué de répartir, alors. Oui. Je pense. Hervé de Lepinot pour le Front National. Bon, vous, je suppose que vous n'assumez pas l'héritage de François Hollande. Qu'est-ce qui vous distingue du mouvement d'Emmanuel Macron et puis des autres partis? Alors déjà, j'ai appris qu'il allait certainement neiger au mois d'août, puisqu'on nous a expliqué doctement que la France allait beaucoup mieux à l'issue du mandat de M. Hollande qu'à son début. Je pense que vos auditeurs apprécieront et pourront confronter l'affirmation qui a été faite au regard de leur réalité quotidienne. Pour revenir à la question que vous aviez posée en début d'émission... Qui est de que direz-vous aux électeurs pour qu'ils ne vous marginalisent pas Nous, on n'est pas marginalisés parce qu'on s'est totalement inscrit dans la nouvelle donne, puisque nous considérons que cette présidentielle n'a plus été effectivement le clivage droite-gauche tel qu'on l'a connu pendant 40 ans, mais nous sommes davantage inscrits dans un enjeu de civilisation. Vous avez M. Macron, qui est un ultralibéral sur le plan économique, sur le plan de la politique européenne, et qui est par ailleurs éminemment libertaire sur ce qui fait l'homme, justement. Et j'ai entendu... ça va être très simple, et je crois que c'est intéressant d'en parler sur votre radio. Nous pouvons nous attendre, effectivement, dans le cadre du mandat de M. Macron, à un renforcement de lois qui vont concerner l'homme, l'éthique. Donc je pense que nous allons arriver très rapidement à la procréation médicalement assistée pour les femmes. Nous allons arriver également à la légalisation des mères porteuses. Et mon petit doigt me dit que l'euthanasie va enfin faire son entrée au Palais Bourbon.
puisque je sais par ailleurs, et il suffit de creuser un petit peu, et ce que je vais dire est totalement vérifiable, le Grand Orient de France a organisé, à l'invitation d'un sénateur ou d'un parlementaire belge, un symposium sur l'euthanasie des enfants. Donc nous sommes effectivement dans une démarche où la culture de mort va prendre le pas effectivement sur une tradition qui est ancienne et que la République d'ailleurs avait fait sienne, de respect de l'homme, de l'humain en tant que tel. Et je crois qu'il y a une révolution anthropologique qui est en train de se faire et pas dans le bon sens. Merci Hervé Delepinot. Alors, Jean-François Césarini, vous êtes le dernier sur cette question. Bon, vous n'imaginez pas vous retrouver marginalisé, mais qu'allez-vous dire pour que l'élan qu'a connu Emmanuel Macron lors des présidentielles se poursuive et vous donne une majorité absolue à La République En Marche aux législatives? Bon, évidemment, il y a une question de logique. On a élu un président de la République, c'est pas pour lui attacher les mains maintenant, mais on veut voir. Il a été élu sur un programme, donc il faut aussi qu'il puisse le mettre en œuvre, et pour ça, il lui faut une majorité. On le voit quand on va sur les marchés, au porte-à-porte. Aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de cohérence et de continuer là-dessus. Il n'y a pas une volonté de cohabitation, qu'elle soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Donc je pense que là-dessus, on arrive à bien expliquer programme par programme, proposition par proposition, pourquoi il faut le faire. Et le dépassement des partis, on en a un petit peu parlé. Ce qui était intéressant finalement dans cette élection, c'est que on est parti, nous, de valeurs, de propositions, et en disant à ceux qui voulaient nous rejoindre, venez. Et pas simplement sur des spectres idéologiques de partis qui aujourd'hui sont beaucoup trop grands. On l'a vu sur les 2 primaires à droite comme à gauche, où aujourd'hui on a fait des primaires, et je ne suis pas contre le principe des primaires, mais avec des gens qui avaient un trop grand écart idéologique. C'est-à-dire que ce soit Manuel Valls ou Hamon qui ait gagné, ça aurait été compliqué pour l'un ou pour l'autre de défendre le gagnant. Pareil à droite, et que donc ce qui se passe aujourd'hui, finalement, c'est que la cohérence, alors qu'on nous disait que c'était la carpe et le lapin, est plutôt chez nous, parce que justement, on est parti de l'idée, on est parti de la valeur, on est parti du programme. Donc voilà, après sur la moralisation de la vie politique, parce que ça a été un sujet, je pense qu'effectivement, il faut qu'on y réfléchisse aussi localement. Les propositions d'Emmanuel sont sur la moralisation plutôt pour des élus nationaux, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à décliner ça sur des élus locaux. Très important, moi qui suis candidat dans la première circonscription, ça fait 15 ans que ce poste-là génère malheureusement des affaires publiques et familiales assez dures, donc c'est un poste qui est assez sinistré depuis 15 ans, donc j'espère qu'on pourra... Et moi, je le ferai, moraliser tout ça. Une dernière question rapide sur la politique générale. Jean-François Césarini, si vous n'avez pas la majorité absolue aux législatives, vers qui pourrez-vous vous tourner pour faire une alliance? Je pense à votre voisin de gauche. Bon, de gauche, c'est vite dit. Le voisin qui est à votre gauche, qui est Julien Aubert. Je suis de gauche, mais... Non, mais vous êtes à sa gauche. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais maintenant ils le savent, vous êtes à sa gauche, positionné autour de la table. Non, c'est qu'il n'y aura pas d'accord d'appareil. Par contre, après, il faut qu'il y ait des accords programmatiques. Vous en aviez parlé tout à l'heure. Voilà, M. Aubert ou d'autres peuvent dire, tiens, sur ce sujet-là, sur cette proposition-là de loi. Ce qu'il faut arrêter, c'est en fait le clivage classique. Moi, je me rappelle, par exemple, de la loi Macron sur les banques. Il y avait M. Poisson, vous savez, celui qui était à la primaire, qui avait voulu justement rentrer un texte à l'intérieur où on pouvait... Les entreprises pouvaient se comporter comme des banques. On cassait le monopole des banques par rapport à ça. Il a écrit lui-même cette partie-là dans la loi Macron. Et au dernier moment, il ne l'a pas votée parce qu'on lui a dit tu comprends, le Conseil national des Républicains fait qu'on ne peut pas voter cette loi. Je pense qu'il faut sortir de ces trucs-là et de ces oppositions-là, même localement. Pardon de le dire à M. Aubert, mais c'est vrai que notamment sur la gare numérique de Carpentras, je trouve ça dommage de s'y opposer parce qu'il y a des choses... C'est ni de droite ni de gauche, c'est pragmatique, quoi. Il faut le faire. Pas, d'ailleurs, en tant que vice-président de la région, et malgré le fait que ce soit un projet porté par des adversaires politiques, on finance la gare numérique de Carpentras. Par contre, on fait en sorte que lorsque Pern et Carpentras proposent tous les deux des Fab Labs à 7 km en demandant chacun 50 000 € à la région, on leur explique qu'il faut d'abord qu'ils s'entendent avant sur un projet unique. Les Fab Labs, c'est quoi les Fab Labs? Les Fab Labs, ce sont des... vous expliquer, si vous voulez. Rapidement. C'est vraiment là, vous voyez là, l'exemple type des différences. Non, pas du tout, c'est pas du tout. Que nous revendique du mouvement citoyen. Il n'y a aucune différence idéologique, c'est simplement une question de bon sens. C'est qu'on ne peut pas avoir 2 équipements identiques à 7 km de distance uniquement parce que ce sont 2 intercommunalités et qu'elles ne sont pas capables de s'entendre pour avoir un projet unique. Alors, moi, précisons que Fab Lab, c'est un endroit où on peut prototyper numériquement des choses, qu'à Pern, c'est thématisé pour tout ce qui est métier d'art, et qu'évidemment, à Carpentras, c'est sur le packaging. Nous sommes rien à voir. Amandine Logier, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet? Oui, moi, j'ai l'impression de... Enfin, ça confirme tout ce qui fait que je suis convaincue d'être à ma place à la France Insoumise. Quand j'observe ce qui se passe là autour de la table, je trouve ça hallucinant. Hallucinant parce que je n'entends pas du tout la place
de l'humain et du citoyen dans tout ce qui vient d'être C'est-à-dire dit. qu'en fait, vous préférez... J'entends J'ai une parlé recherche de d'anthropologie, madame. division, Non, j'ai parlé d'anthropologie, ce qu'est l'homme. de propos Oui, on devrait se limite. retrouver là-dessus, mais je Là, crois que vous j'entends, n'écoutez pas ce qu'on dit. je sais pas si les auditeurs comprendront Parce qu'on a un débat comprendront économique. un mot de ce qui vient d'être dit là. Mais parce qu'on a un Et débat je pense que économique. les politiques devraient Oh non, parler un mais, peu plus faites simple. pas de- Nous, on faites est pas de sur, démagogie, sur des madame. orientations pour être sur des urgences démocratiques, sociales et écologiques. Là, j'en entends pas Pardon du de tout parler. parodier quoi. une phrase, mais vous n'avez pas le monopole de l'humanisme, madame. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, écoutez, je suis désolé, je prends la parole. Les Nous nous législatives sont retrouvons... des élections nationales. Hein. Et j'entends parler de local, c'est très bien. Hein. Nous Mais nous je n'entends pas parler des gens, de leur vraie vie. Nous nous Moi, retrouvons je vais vous en tout de parler. suite avec nos invités pour parler des législatives sur notre département. Voilà, bienvenue si vous nous retrouvez dans la tribune de Vaucluse de spéciale élection législative avec nos invités Julien Aubert pour les Républicains, Jean-François Césarini de La République En Marche, Samir Allel du Parti Socialiste, Amandine Laugier pour la France Insoumise et Hervé Delépinaud pour le Front National. Patrick Nipiller, pour reprendre le débat. Alors on va parler un peu plus de l'humain maintenant, puisqu'on va parler de l'emploi. Alors Samir Allel et Hervé Delépinaud, vous êtes un peu en retard sur le temps de parole. Alors on n'est pas dans l'égalité sur le temps de parole, on est dans l'équité. Vous êtes néanmoins un peu en retard, donc on va commencer avec vous. Samir Allel, par exemple. Le Vaucluse est le département de PACA où le taux de chômage est le plus important. Je crois que tout le monde le sait ici. C'est environ 13% de chômeurs, soit près de 40 000 personnes pour rester dans l'humain. On parle bien de gens. Contre 11 en PACA. En France, le taux est d'à peu près 10%, légèrement en dessous. Alors Samir Allel, quelles mesures vous proposerez au nouveau gouvernement pour améliorer l'emploi dans notre département? D'abord, ça ne vous a pas échappé que le Parti socialiste ne se situe pas pour le moment dans l'actuelle majorité. Quand vous dites quelle proposition vous poserez au Mais propos il du sera gouvernement... pas force de proposition. Non, mais je voulais quand même D'accord. préciser ça. Ceci étant, je voudrais quand même rebondir tout à l'heure sur ce que disait M. Lupino. Enfin, nous ne sommes pas là pour surfer sur les peurs, Oui. sur des propos, sincèrement, que je trouve même quelque part indignes. Enfin bon, il répondra, mais je trouve ça indécent. On peut partir sur des propositions, on peut partir sur du positivisme et non pas sur cela. J'ai Vous répondu à dites- une question, c'est tout. Oui, mais vous avez répondu à Qu'est-ce une qui question nous en dé- surfant sur qu'est-ce des qui nous peurs. dé- bah, En surfant sur des peurs. Je Vous parle répondrez tout à l'heure, de monsieur Delpino. l'anthropologie, vous dites que c'est Oui, une non, peur. non, mais Enfin, c'est- vous voilà, avez si on peut peur de rester l'autre, sur je sais les- pas, On n'est pas sur la étonnant. sémantique, On n'a pas la croyez-moi. même Bah, si, définition. mais bon, en à sens, c'est anthropologie. très important. Si vous voulez, On si maîtrise on pouvait, aussi voilà, on bien va le français rester. que vous, monsieur Delépino, et Monsieur croyez-moi, Allel, vous savez sur des peurs. Monsieur Allel, restons Non, sur c'est les questions, important, sur c'est les questions important. Il faut économiques. sortir de ces C'est schémas. important. Oui, oui, non, c'est sûr. Restons sur c'est les sûr. questions Mais économiques. On reste sur les questions économiques. Moi, je voudrais... Alors, vous avez aujourd'hui deux entités économiques dans ce département. Un département rural et puis toute la partie urbaine. Et la partie urbaine qui souffre, Avignon, ça ne vous a pas échappé, c'est une des villes les plus pauvres, même la ville la plus pauvre de la région PACA. C'est une ville où les gens, le 10 du mois, sont déjà sans possibilité, sont déjà découverts, ont d'énormes difficultés. Je vous assure qu'en vous rendant dans les quartiers, pour ceux qui les connaissent, vous vous rendriez compte à quel point nous avons une population en déshérence. Au jour d'aujourd'hui, on nous parle emploi, on nous parle formation, on nous parle... Mais ça ne répond pas à l'attente de ces populations qui sont un petit peu sur le bord de la route. Ce sont des gens qui ont poussé des cris d'alarme, qui l'ont poussé aussi à travers un vote. Mais quelles Moi, je attentes l'entends. ont-ils alors? Je l'entends. Putain, il faut quand même aussi apporter... Il y a d'abord du constat, du factuel, et puis après, il faut apporter des réponses. Non, C'est mais quand important vous- de le dire. Quand vous prenez du temps sur le constat, je me permets de Non, vous non, pousser mais un petit peu. je suis hein. aussi sociologue quelque part, donc Ouais, aussi je suis ouais, capable c'est d'apporter des d'accord, constats. c'est la mode. Mais bon, Non, ne nous oui, faites c'est pas un peut-être la cours, mode. Samir Allel, s'il vous C'est plaît. important, à Avignon, Quand vous présentez c'est Jean-Pierre. important de dire qu'il y a une population qui souffre aujourd'hui et qu'il n'y a aucune réponse économique. Moi, j'entends économie nouvelle, mais ça n'apporte pas les réponses. La formation, pour nous, est extrêmement importante. Je crois qu'il faut essayer aujourd'hui... Et dans quel domaine, à ce moment-là, la formation? Qu'est-ce qui va pouvoir répondre en fait aux besoins de travailler de la part des Vauclusiens? Et dans quel domaine est-ce que vous seriez force de proposition auprès du gouvernement? Dans les domaines liés à l'économie locale. Par exemple Monsieur Césarini pourra nous parler des startups. Hein, je crois qu'il est là-dessus. Dans ce domaine, on peut essayer de faire un lien entre les quartiers, entre les populations, et je pense qu'on sera d'accord sur ce point, faire que
les jeunes puissent avoir accès justement à ces nouvelles économies. Il y a une économie verte. Il y a tous ces domaines justement où il faut qu'on puisse aller, qu'on puisse accéder et faire que ces gens ne soient pas aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Il y a l'emploi, mais il y a aussi, vous me parliez tout à l'heure du factuel, je crois que c'est important. Aujourd'hui, il y a des populations qui sont encore des enfants illégitimes de la République, et je crois qu'il y a aussi des efforts à faire de manière très forte au niveau du gouvernement en matière de ces populations qui souffrent de discrimination dans ce département, et particulièrement dans une ville comme Avignon. Il y a, donc voilà, ce sont des éléments qui sont très complémentaires et qui font qu'aujourd'hui, on puisse apporter ce type de réponse. Donc pour vous, c'est la formation, c'est ne pas faire de discrimination, et puis c'est introduire une nouvelle économie, l'économie verte ou le numérique pour résoudre le problème. On sait aujourd'hui que dans 20 ans, la plupart des emplois qui existent n'existeront plus. Donc travaillons, quand je parle de formation, et là je regarde M. Aubert, la région, faites des efforts, travaillons en complémentarité avec les différentes collectivités pour faire que ces populations puissent avoir accès à ces formations et puissent devenir opérationnelles et répondre à l'attente des chefs d'entreprise. Merci Samir Allel du Parti Socialiste. Hervé Delepinot du Front National, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le Vaucluse pour que la situation de l'emploi s'améliore ? Déjà, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que quand les acteurs publics, État et collectivités s'intéressent à l'emploi, généralement les choses se passent mal. Moi, je voudrais paraphraser ce qu'avait dit de manière un peu familière le président Pompidou, qui était pourtant un fin lettré. Il serait peut-être temps d'arrêter d'emmerder les Français. Je crois que chaque chef d'entreprise est en mesure de savoir ce dont ses salariés ont besoin, comment s'adapter effectivement au carnet de commandes. Et à partir du moment où on leur donne un peu de lest, les choses au niveau de l'emploi iront beaucoup mieux. Et moi, ce qui m'inquiète dans le gouvernement Macron, c'est que les PME, TPE ne sont pas représentés. D'ailleurs, ce qui a été très significatif, c'est que lorsqu'il s'est agi de l'intronisation du président, le MEDEF était présent, les petites et moyennes entreprises n'étaient pas représentées. Donc je pense que nous avons du souci à nous faire. Monsieur Macron appartient à la grande finance. Sans faire de mauvais jeu de mots, je crois que c'est davantage la macroéconomie qui l'intéresse que la microéconomie. Or, nous savons que les TPE, PME, l'artisanat sont les premiers employeurs de France. Donc il faudrait peut-être veiller davantage à eux qu'aux grands groupes. Ça veut dire qu'en tant que député, vous travailleriez avec En Marche sur la réforme du Code du travail, puisque ne pas emmerder les gens, ça veut dire simplifier et donc modifier le Code du travail. Vous seriez partie prenante. Il y a des corrections à faire. Alors attention, ne pas emmerder les Français, ça ne veut pas dire tout déréglementer non plus. Je crois qu'il y avait quand même des équilibres qui se sont constitués. Il n'est pas parti pour tout déréglementer non plus, je pense. Écoutez, moi j'appartiens à une profession qui est la profession d'avocat. Déjà, il nous envoyait un bon scud lorsqu'il était ministre de l'économie. Les notaires, les huissiers comprendront exactement ce que je veux dire. Et nous savons qu'en filigrane se dessine en fait une concentration de certains métiers. Et là, j'évoque du tertiaire, le service juridique, entre les mains de gros cabinets qui seront dans les métropoles. Donc le danger avec M. Macron, ça va être une césure encore plus profonde de la France périphérique par rapport à ces métropoles qui vivent pleinement la mondialisation heureuse. Et dans le 6e département le plus pauvre de France, je pense que nous avons du souci à nous faire. Et je ne crois pas que le gouvernement Macron et M. Macron en tant que tel soient la solution à nos problèmes. Julien Aubert des Républicains, vous qui êtes le député sortant et qui connaissez donc bien votre circonscription, vous partagez le constat de Samir Allel et quelles sont les solutions que vous pensez pouvoir apporter ou que votre parti pense pouvoir apporter à ce problème de l'emploi ? Ça vient peut-être du fait que je suis sortant, mais je vois les choses de manière un peu plus pratique, parce que dans la réalité, un député n'a pas les compétences de la région. Moi, je serais ravi d'avoir un débat avec vous. En tant que conseiller régional, on fait des choses sur la formation, on a donné de l'argent au CFA de Carpentras, j'aide les comités de bassin d'emploi, mais je dirais que le député, lui, vote des lois. Alors, je partage, si vous voulez, le constat qui est fait sur l'économie. Simplement, la première responsabilité du député, c'est de travailler. Tout à l'heure, M. Delepinot parlait de la loi Macron. La loi Macron, j'ai passé des heures en hémicycle pour vous défendre, vous les notaires, les avocats, les huissiers, ils le savent. Je n'ai pas beaucoup vu le Front National. Pareil pour le régime social des indépendants. Un député, c'est compliqué non, quand même, vous le savez très bien. Il faut arrêter de s'abriter. Le régime social des indépendants, le 15 décembre 2015, la voix du Front National a manqué pour les défendre, il n'y avait personne de votre parti. Pareil, le jour où on s'est battu pour les agriculteurs sur les charges saisonnières. Et donc moi, je poursuivrai tout simplement dans mon action. J'ai défendu les indépendants, les commerçants, les agriculteurs, toutes les professions, tous ceux qui essaient de créer de la valeur ajoutée, parce que je ne méconnais pas la difficulté sociale de ce département. Simplement, je pense que la solution vient, c'est peut-être on peut avoir un débat si vous voulez, mais je pense que ce sont les créateurs de valeur ajoutée
qui débloqueront la situation. Et donc, il faut effectivement arrêter de les assommer. Et donc, comme j'ai œuvré pendant 5 ans, je continuerai à les défendre. Pareil sur le numérique, je suis très content pour Avignon qui ait des développements numériques. J'adorerais que dans mon village de Sceaux, des startups viennent s'implanter. Simplement, il y a un problème d'accès au débit. Et donc, si je devais me fixer une priorité, si vous voulez, en tant que député, c'est œuvrer auprès du conseil départemental et du conseil régional. Qui assume ses responsabilités. Mais vous savez que c'est l'ancienne majorité qui avait pris la décision de développer le haut débit par lui-même avec ses moyens en milieu rural. Je pense qu'il y a une action parce que c'est la clé, si vous voulez, du développement économique dans les territoires que je représente. Et je reviens au Code du travail. Donc le gouvernement compte procéder par ordonnance pour modifier le Code du travail. Pour procéder par ordonnance, il faut qu'il y ait un vote préalable du Parlement. Allez-vous leur donner le blanc-seing pour procéder par ordonnance ? C'est la Constitution de la Ve République. Probablement que je m'abstiendrai parce que c'est très difficile, si vous voulez, de décider par avance que ce qu'ils vont faire est bon ou mauvais. En revanche, lorsque 18 mois plus tard, comme le veut la Constitution, on nous soumettra le résultat des travaux, je me prononcerai en âme et conscience. Si ça va dans la bonne direction, oui. Je ne suis pas favorable, si vous voulez. Moi, je me suis opposé à Macron parce que quand on met les petits et les gros en concurrence, il ne faut pas s'étonner si les faibles disparaissent. Et il se trouve que moi, je suis représentatif d'une circonscription où on a plutôt des services publics qui disparaissent, plutôt des populations qui vieillissent et plutôt un problème effectivement du dynamisme économique. Donc, je me situe du côté de ceux qui, malheureusement, ne sont pas les gagnants de la mondialisation. En revanche, je comprends bien qu'il y a un sens d'intérêt général et que la loi doit être la même pour tout le monde. Il faut juste trouver un équilibre entre les territoires qui réussissent et les territoires qui malheureusement s'en sortent moins bien. Merci Julien Aubert. Amandine Logier de France Insoumise. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre département pour qu'il y ait autant de chômage ? Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Moi, je le relierai à un problème national aussi. Voilà, aujourd'hui, on voit qu'il y a une guerre sociale qui est en marche. Et ça, c'est extrêmement inquiétant et les électeurs pour les législatives doivent bien l'avoir en tête. Emmanuel Macron cherche à imposer une politique pro-européenne et libérale en portant l'UE comme étendard. Donc il va multiplier des réformes qui ont été refusées par le peuple. Il y a eu de nombreuses luttes qui le prouvent bien, la lutte contre la loi travail. Bon, ben là, ça va être accentué. On cherche encore plus à écraser le peuple. Vous pensez, quand vous dites qu'on cherche à écraser le peuple... Je finis. Parce que cette guerre sociale, elle cherche quoi ? Emmanuel Macron, dans ce qu'on voit, ce qu'il cherche à développer, c'est l'individualisme, la casse sociale, l'ubérisation de l'économie. On n'entend pas un mot sur les ravages de la financiarisation de l'économie. Aucune solution en matière de régulation financière ou de lutte contre l'évasion fiscale. Aucune ambition en matière de transition écologique et de relance individuelle. Voilà. Pourtant, nous, on est en capacité de produire, y compris sur le département, pour satisfaire les besoins de chacun, tout en répondant aux enjeux écologiques auxquels on est confronté. Eh bien non, là, on ne voit rien apparaître là-dessus. Pour cela, il faudrait, y compris sur notre département, inventer un nouveau mode de développement qui remette l'humain et le travail au centre, dégager des intérêts égoïstes au service de la finance et permettre l'implication citoyenne et démocratique afin que le progrès technique renoue avec le progrès social. Votre discours, Amandine Logier, aussi intéressant soit-il, et nous, on a un programme, et c'est pas de la démagogie, parce qu'on a un programme avec des mesures. Est-ce que vous pourriez donner une mesure claire et pragmatique? C'est-à-dire par rapport à quoi? Par rapport à l'emploi en Vaucluse. Par rapport à l'emploi en Vaucluse. Parce que là, vous avez été très général. On veut développer, je parlais de transition écologique, par exemple. Sur le Vaucluse, on pourrait développer ça. Il y a tout un tas de domaines agroalimentaires qui pourraient être développés. Il y a au niveau de la formation, on pourrait, au niveau de la recherche aussi, développer tout un tas d'experts en cette matière-là. Sur un territoire où il y a des ressources et des richesses qui pourraient être utilisées pour ça. Et ça relance l'emploi et ça relance l'activité. En inventant de nouvelles manières de penser les choses. Experts, moi, en liant l'urgence écologique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique, y compris au sein du travail. Voilà. Merci Amandine Logier. Jean-François Cesarini, vous êtes sûrement un peu en retard. Je ne vais pas regarder le chrono, mais possible. Vous êtes sûrement en retard. Je pense que je dois l'être aussi. C'est dommage, je n'ai pas bien pu développer... Jean-François Cesarini, donc La République En Marche, donc vous allez modifier le Code du travail, on sait déjà ce que vous allez changer. Est-ce que vous allez remettre les rubriques qui ont fait descendre tous les Français dans la rue? Donc vous ne me reposez pas la même question qu'aux autres. Moi je vais bien répondre à la première question quand même, parce que l'emploi dans le Vaucluse, ça m'intéresse. Alors répondez à la première question, vous reprendrez ensuite. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est de regarder qu'à la fois oui, il y a un parc à chômeurs de masse qui est assez fort, mais il y a aussi des emplois qui ne sont pas pourvus.
Pensons à ça. Il n'y a pas souvent un manque d'emploi, il y a souvent un manque d'adéquation entre les chômeurs et l'emploi. Moi j'ai deux casquettes dans ma vie, je suis à la fois restaurateur et à la fois je m'occupe de start-up numériques. Je vois qu'il est aussi difficile pour vous moi faites de la politique accessoirement. Oui, je n'avais pas besoin de le prouver, je suis à côté de vous. Mais pour le coup, il est aussi difficile pour moi de trouver des barman ou des cuisiniers que de trouver des développeurs pour des applications et des services aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Mais pour parler un petit peu, donc ce qui compte, c'est de faire l'adéquation entre les deux. Et cette adéquation-là, ça s'appelle la formation, ça s'appelle l'apprentissage, ça s'appelle l'alternance. Donc dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a la volonté et le budgétiser 15 milliards pour la formation d'1 million de jeunes pendant le quinquennat. Ce qui est important là-dessus, c'est de dire oui, il y a aujourd'hui des emplois et il ne faut pas opposer nos économies traditionnelles locales, que ce soit le tourisme, l'agriculture en Vaucluse, et cette nouvelle économie numérique qui arrive. Parce qu'en fait, c'est la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple au pôle Terralia d'Avignon, pour répondre à la France Insoumise, il y a des startups qui sont les meilleures du monde, avec des, pas en termes techniques, mais des caméras hyperspectrales pour détecter là où c'est plus sec, là, donc c'est plus écolo, donc on peut détecter les maladies plus vite, etc., etc. Donc ça permet d'être plus rentable pour nos agriculteurs. À la fois, pareil, pour le tourisme local, on a aussi des applications, des objets connectés qui font qu'aujourd'hui, on est sûrement l'un des territoires, mais on n'est qu'au début, qui est l'un des plus connectés par rapport à ces économies traditionnelles-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas une nouvelle économie. C'est la même qui est en train de se numériser. Pareil pour les hôteliers, pareil pour ce qui fait la force de ce territoire. Aujourd'hui, la plus forte des emplois créés, en tout cas la filière, est plutôt ce tertiaire-là, sur tout ce qui est donc commerce, hôtellerie et tourisme. Mais elle n'arrive pas à écoper, si j'ose dire, le naufrage du chômage. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'elle se rénove elle aussi. Et ça vaut dans la viticulture comme ça vaut ailleurs. J'en parle beaucoup avec le président Chapoutier là-dessus, en disant voilà qu'il faut qu'on soit ce laboratoire-là ici en Vaucluse. On commence à l'être. Je suis d'accord avec le député Aubert sur le fait qu'il faut une deuxième décentralisation. Il y a une première qui est allée sur les métropoles régionales. J'ai pas dit ça, hein. Mais vous allez comprendre. Ah bon. Et juste qu'il faut effectivement qu'aujourd'hui ces métro... J'ai compris, mais on va arriver à Sceaux justement. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur ces métropoles qui réussissent, qui créent de l'emploi, où il y a de la croissance, mais qu'il faut une deuxième décentralisation de ces métropoles un peu jacobines d'ailleurs dans nos régions, pour aller, comme on a pu le voir, on parlait de Perne tout à l'heure, on parlait de Carpentras, mais aussi par exemple de Lourmarin où il y a une activité numérique très forte. Et pour ça, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a le fait de taxer les opérateurs qui restent encore en zone blanche, qui ne font pas justement du haut débit, parce que le pétrole de demain, ça sera ça dans nos villages. Voilà, nous allons faire une nouvelle pause et nous retrouver avec tous nos invités dans quelques instants. Nous sommes sur le plateau, nous nous retrouvons avec tous nos invités, Julien Aubert, les Républicains, Jean-François Césarini pour La République En Marche, Samir Hallel pour le Parti Socialiste et Amandine Logier pour candidate France Insoumise. Patrick Kniepiller, voilà, peut-être encore il reste encore dans la discussion, voilà, un peu de temps pour Hervé de Lépinot. Alors on était sur l'emploi en Vaucluse, on va continuer sur l'emploi, en particulier le code du travail que le gouvernement compte modifier par ordonnance. Hervé de Lépinot du Front National, vous comptez donner un blanc-seing à l'Assemblée nationale pour procéder par ordonnance au gouvernement Macron ? Non, je crois d'abord qu'il faut arrêter de raisonner toujours par rapport à des textes. S'il y a des difficultés aujourd'hui dans l'entreprise, c'est peut-être aussi au regard des relations humaines, des ressources humaines. Une entreprise qui respecte ses salariés et des salariés qui respectent leur employeur, on n'a pas besoin de recourir au code du travail. Enfin, sur la durée du temps de travail, sur la pénibilité, il y a quand même besoin de réglementer. Oui, on est d'accord, mais je crois qu'on doit avoir un des codes les plus épais du monde. Donc je pense que la réglementation, c'est faite. Je crois qu'il est davantage nécessaire de réfléchir dans le cadre d'accords de branche. Je vous rappelle qu'il existe des conventions collectives et la convention collective, à mon avis, est là pour traiter les problèmes spécifiques de chacune des branches. Codifier, c'est-à-dire avoir la même loi pour tous à partir du moment où il y a des spécificités qui sont radicalement différentes, je pense que c'est une erreur. Voilà. Et c'est-à-dire que vous ne voulez pas privilégier l'accord au niveau de l'entreprise, mais vous voulez le privilégier de manière plus macroscopique au niveau de la branche ? Or, pourtant, ça ne respecte pas la spécificité de chaque entreprise. Non, mais alors, je répète qu'il faut faire confiance aux hommes. Ils n'êtes de richesse que d'hommes. Donc, à partir du moment où vous avez des employeurs qui ont le respect de leurs salariés et la réciproque existe, vous avez naturellement la possibilité de vous retrouver autour d'une table et de discuter. Je crois qu'il faut aujourd'hui arrêter de conceptualiser tout et son contraire. Alors, je sais que j'ai un sociologue à côté de moi, mais il faut retrouver effectivement l'humain, chère madame. Et l'humain est peut-être la clé
pour sortir de la crise que nous vivons actuellement. Et moi, ce que je redoute un petit peu avec les réformes qui vont poindre leur nez, c'est qu'on va effectivement, de manière extrêmement violente, coucher sur le papier des réformes à la Schlag qui risquent effectivement d'hypothéquer durablement le dialogue social au sein de l'entreprise. Moi, je suis avocat, j'ai 5 salariés dans mon cabinet. Vous pensez bien qu'on va privilégier au quotidien les rapports humains. Ce n'est pas le code qui va organiser notre vie au sein du cabinet. Ce sont des rapports humains, c'est de la courtoisie, c'est du respect de l'autre, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Samir Hallel du Parti Socialiste, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Hervé Delepinot sur l'humain d'abord dans l'entreprise plutôt que la contractualisation via le Code du travail ? Pour une fois, je vais trouver un point d'accord avec le Front National. J'allais vous dire, bien évidemment que le dialogue doit primer sur tout le reste. Ceci étant, le Code du travail... je ne suis pas d'accord du tout. Moi non plus, mais c'est un suis vieux pas- débat. Vous allez pouvoir vous exprimer, Ouais, Madame j'espère. Nogy, vous inquiétez pas. Ceci étant, effectivement, le Code du travail a besoin d'être un petit peu dépoussiéré. Moi, la seule chose qui me fait un petit peu peur avec Emmanuel Macron, qui au demeurant, je le dis, je m'en suis pas caché, que j'ai soutenu surtout au niveau de ses propositions sociétales, me fait un peu peur quand je vois que l'économie et les finances sont confiées quand même aux amis de M. Aubert. Et, Aux ex-amis de M. Aubert. C'est comme vous, M. Macron, c'est votre ex-ami, vous voyez, c'est la même chose. Ouais, mais vous savez, la droite... M. Castaner est toujours mon ami. La droite réserve énormément de surprises. Donc L'extrême droite aussi, d'après, c'est un petit peu le carrousel en ce moment. Mais voilà, bon, j'ai quelques inquiétudes en voyant quand même Monsieur le maire avoir en main l'économie de ce pays. Bon, et vous, Julien Aubert, alors on a compris que Monsieur le maire n'est peut-être plus votre meilleur ami, mais ça vous rassure un peu quand même qu'il soit aux manettes de l'économie ou pas ? Non, je vais pas ? vous dire, parce que moi je crois en la clarté. À un moment donné, on fait une politique économique. Derrière, on peut débattre. Moi, on peut parler de la place de l'humain dans l'entreprise. Je partage tout ce qui a été dit, mais à un moment donné, vous faites une politique économique. Bon, et elle s'inscrit dans des faits. Et à un moment donné, il faut de la clarté. Donc, Emmanuel Macron, il dit « Je veux fusionner le régime social des indépendants avec le régime général ». Bruno Le Maire, il a co-signé une proposition de loi avec moi qui disait qu'il ne fallait pas fusionner, qu'il fallait laisser les indépendants migrer au régime général et qu'il fallait garder le RSI indépendant. Donc, à un moment donné, c'est comme un interrupteur. Il est in ou il est off. On ne peut pas décider d'être entre les deux. Pareil, je ressors mes sujets parce que c'est le sujet sur lequel j'ai travaillé. Il y a aussi des curseurs. La politique énergétique, oui, mais la politique énergétique, les centrales nucléaires, à un moment donné, soit vous les arrêtez, soit vous faites un grand carénage. Quand vous avez Nicolas Hulot qui dit « Moi, le grand carénage, je suis contre, le nucléaire, c'est du passé », et que vous avez le Premier ministre qui dit « Moi, le nucléaire, je suis pour », et vous avez M. Macron, dont j'ai suivi, qui dit « Moi, je suis entre les deux, c'est une chance, mais en même temps, etc. » Il y a un moment donné, il y a des gens qui travaillent... On peut parler beaucoup d'économie, mais à un moment donné, moi, je pense aux milliers de gens qui travaillent dans la filière, qui ont un PEL et qui se sont investis dans un chemin de vie et dans une carrière, et qui attendent quand même que le gouvernement de la France leur dise si oui ou non le secteur d'économie dans lequel ils travaillent est un secteur d'avenir ou un secteur du passé. Voilà. Moi, il n'y a que ça qui, je veux dire, je suis peut-être très basique, mais et on pourrait prendre la liste et elle est longue. Donc, en l'occurrence, sur le marché du travail, je pense qu'il y a un véritable problème d'incitation à l'inactivité dans ce pays. Je visite en ce moment beaucoup d'entreprises, ils me disent tous la même chose, on a du mal à trouver. Parfois, c'est parce que c'est des métiers très particuliers, parfois tout simplement parce que par rapport au salaire lié à l'inactivité, c'est effectivement pas assez bien payé, donc on a un vrai problème. Il faut ouvrir le débat. Parce que moi, je veux pas des pauvres dans mon pays. Je souhaite évidemment que lorsqu'on est inactif, on puisse ne pas tomber en dessous du seuil de pauvreté. Et en même temps, je souhaite qu'une entreprise qui ne peut pas rémunérer à plus du SMIC quelqu'un puisse trouver sur le marché du travail des gens qui veulent travailler. Parce que je crois, contrairement à certains sociologues, que le travail est intégrateur dans la société. Jean-François Césarini, vous pensez vous aussi que ça va être compliqué au gouvernement pour faire ces alliances entre des gens qui autrefois étaient contre le nucléaire, qui vont devoir être pour, ou l'inverse? On peut penser aussi à Notre-Dame-des-Landes, c'est pareil, on ne sait pas trop où on va. On pense à ce que vient de dire Julien Aubert sur le régime des indépendants. Comment ça vous fait réagir, ça? Non, mais les gens qui sont rentrés au gouvernement sont rentrés sur un programme
qui a été clair, qui a été rédigé. Ah oui, ils sont venus là-dessus. Oui, Bah oui, je suis désolé, mais c'est le programme des Macron. C'est le deuxième Excusez-moi. gag de la journée. Là. Non, mais attendez, on a si eu tout à l'heure la France, vous on a beaucoup considérez vu à la que fin votre du programme mandat sur la Hollande, monnaie, et l'euro, là, le dire franc que et vous les avez- clés, vous avez un programme clair. Là, On est Non, d'accord, mais là, ça y est, sincèrement, là, si c'est quelqu'un a alors, compris ce que vous pensez sur Allez-y, l'économie au Front d'accord. National depuis le débat avec Alors. Marine Le Pen sur le franc et l'écu, sincèrement, bravo. Mais je crois pas que la clarté soit de votre côté. Néanmoins, ils sont rentrés pour Dans le appliquer Vaucluse, il y un a la programme. roue aussi. François On Césarini. pourrait en parler d'ailleurs, mais C'était pas vraiment un débat, d'ailleurs, c'était plutôt un match de catch, mais bon, Oui. ça Allez-y. n'engage Je que moi. rejoins. non, je dis simplement voilà qu'ils sont venus pour appliquer un programme, ils sont pas venus pour Quel programme? mais Quel programme je vous l'enverrai si vous voulez. Il est assez facile à trouver en ligne. Vous tapez programme Allez, Macron, ça sort. Donc, c'est c'est le très programme simple. de l'Union Thématisé, ergonomie, Allez. réactif. Allez, c'est parti. Faites-vous Vous, vous avez Emmanuel plaisir. Césarini, Et allez-y. ce qui intéresse Mais, effectivement les smicards, effectivement. Eh ben justement, parlons-en. Alors, Parlons-en, notamment sur des parce qu'on parle de la Parlons loi. des chômeurs aussi, oui. pourquoi pas. Parlons de ça. Ouais. Donc par exemple Ça sera sur bien. mais je vais essayer de vous donner une proposition si vous Oui, en avez pas allez-y, comme ça vous pouvez en allez-y. reprendre Le une. programme des bobos. N'hésitez pas. Donc dans les quartiers populaires prioritaires de la ville On parlera Pas- des services il y a- publics. attendez, hein. il nous Vous reste allez 2 pouvoir- minutes. vous Il allez nous reste pouvoir 2 parler minutes. après, Et avant après, le- c'est le- le. après, c'est à vous. Voilà. pas du tout des bobos. Là, vous savez, on crée nous des grandes écoles du numérique, notamment à Montclar comme ce matin. Il y a une idée dans le programme, parce qu'on n'a pas le temps de toutes les développer, qui s'appelle les emplois francs. À l'époque, c'était les zones franches. Les zones franches, on y allait, on nous défiscalisait les entreprises, mais elles n'embauchaient pas derrière. On a compris que c'était un échec. Donc aujourd'hui, on a dit il y a un tel manque à gagner pour l'État sur ces impôts, et à la fois très très peu d'emplois. Dans la zone franche avignonnaise, c'est 170. Donc c'est rien par rapport aux millions d'euros qu'on a perdus par rapport à l'emploi. Et on dit non, c'est plus la zone qui doit défiscaliser, c'est la personne elle-même. Donc les gens qui habitent dans ces quartiers-là, quand on les embauchera n'importe où en France, on recevra 15 000 euros en CDI Bah, ça pour marchera pas l'entreprise. parce qu'il y aura une telle Non. angoisse du contrôle fiscal Amandine que l'entrepreneur Logier. n'ira pas. Amandine Logier, vous êtes- Alors, Oui, attendez, oui, parce que oui, ça va oui. être le. Il va déjà en zone franche Tout à va être l'heure, le on mot- parlait, ça va être le mot de de la l'humain, fin. du travail, etc. Moi, je pense donc déjà, hein, bien entendu, par rapport aux réformes que Une nous minute, mènerons. Amandine serait- Logier. Amandine Logier. 1 minute et parce qu'on termine l'émission. Oui. On termine Oui. avec vous. D'accord. Alors moi, je pense que le travail, il a besoin d'être revalorisé, mais et qu'il faut repenser les choses autrement. Ce sont les travailleurs qui sont producteurs de richesse. À partir de ce moment-là, on envisage les choses différemment. Ce sont ni les capitaux, ce sont les travailleurs. Et quand on parle de la loi El Khomri, moi, ce que je vois, c'est qu'on casse tous les conquis sociaux qui ont permis de préserver la place de l'humain dans le travail est préservée par ce code du travail-là. Donc moi, je serais contre, évidemment, la loi El Khomri. Et je pense que là, nous, on Elle a doit déjà aller été votée, là, ce vers sera la loi la Macron. reconquête. Hein. Oui. Comment La loi El Khomri, La c'est pas... future, c'est pas- la future Oui, non, loi. non, mais les Madame El suites- Khomri les n'est suites pas qui au vont arriver gouvernement, par je le ordonnance. précise. S'il n'y Madame a El pas Khomri une n'est plus au gouvernement. majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'on ne parle pas que du local, hein, on parle bien d'élections nationales. S'il n'y a pas une majorité pour contrer tout ce qui va nous tomber dessus au niveau de ces ordonnances qui vont encore plus écraser les travailleurs producteurs de richesse, eh ben écoutez... On est d'accord, Voilà. c'est la majorité de droite. Merci. Voilà, Ouais. nous arrivons au terme de notre émission. En tant qu'auditeur, j'espère que ce débat vous aura intéressé et permis de mieux cerner les enjeux de cette élection. Merci Julien Aubert pour les Républicains, Jean-François Césarini pour La République En Marche, Samir Hanel pour le Parti Socialiste, Amandine Logier pour la France Insoumise et Hervé Delépinot pour le Front National. Également, merci pour la technique radio avec Alexis Duménil, Clément Leroy pour la vidéo, Dominique Ribas, Henri Faucon et Patrick Nipélin pour la préparation et enfin à Quentin pour le chronométrage des intervenants. Merci pour votre fidélité. Au revoir.